J'ouvre notre second débat. Je vous propose un gros plan sur la loi immigration dont l'examen a été stoppé, victime collatérale de la crise politique née de la réforme des retraites. Que va-t-il rester d'un texte qui se voulait équilibré entre contrôle et intégration? Avant d'en débattre, un cas d'école, l'histoire de ce Libanais sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, est donc impossible à embaucher par son patron boulanger à Bourg-en-Bresse. C'est un reportage de Mathias Araez. Depuis bientôt 3 ans, la famille Homsi a quitté le Liban. Dans l'explosion du port de Beyrouth, Joseph, le père, a perdu sa boulangerie, un métier qu'il pratiquait depuis 25 ans. À la suite du drame, sans réfléchir, la famille décide de venir en France. On est venu avec un visa touristique parce que on ne savait pas. On était sous le choc de l'explosion. On voulait juste partir parce qu'on n'était plus en sécurité. Le visa expiré, Joseph et Zeyna demandent l'asile, mais sont déboutés de leur demande et se voient remettre une obligation de quitter le territoire français. Sortis des circuits d'aide de l'État, c'est grâce à la solidarité qu'ils bénéficient aujourd'hui d'un toit. Pour autant, la famille ne s'en contente pas. Déjà engagé bénévolement dans plusieurs associations, le couple clame son envie de poursuivre son intégration par le travail. C'est pas prendre la place des Français, mais non, Joseph, il est capable, il est prêt à travailler vraiment. Il est prêt à travailler dans son métier, dans les boulangeries françaises. Et le père de famille est bien décidé à y arriver. Depuis plusieurs mois, Joseph a une promesse d'embauche entre les mains. Ça va, Joseph? Ça va. Ça va et toi? Oui, ça va. Bon. Christophe Félix, gérant de plusieurs boulangeries dans l'agglomération de Bourg-en-Bresse, a beaucoup de mal à recruter. Depuis plusieurs mois, son annonce pour un poste de boulanger ne trouve pas preneur. Alors quand le père de famille libanais, fort de son expérience, se présente face à lui, le chef d'entreprise décide de lui donner sa chance. On a fait faire un essai pour valider qu'il soit bien dans le travail et il n'y a pas de souci, il a plein de compétences. Et aujourd'hui, c'est des compétences qu'on a besoin, quoi. Désemparé, le patron exprime son incompréhension. Il y a un système qui ne fonctionne pas là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas qu'il faut qu'on améliore. Oui, ça c'est extrêmement regrettable. On a des personnes qui sont prêtes à s'investir, qui sont arrivées en France, qui ont le métier, qui savent travailler, mais on ne peut pas les embaucher parce qu'ils ne sont pas titularisés ou ils n'ont pas un droit de séjour provisoire ou un droit de travail provisoire, quoi. Si le titre de séjour métier en tension devait revenir au cœur des débats, la situation ne changerait toutefois pas pour Joseph et sa famille, les boulangers n'étant pas concernés par le dispositif. Je vous présente tout de suite mes invités. Muriel Jourda, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice LR du Morbihan. Marc Ferracci, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, député Renaissance des Français de l'étranger, membre de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée. François Héran, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migration et Société. Et vous publiez ce livre, Immigration, le grand déni, aux éditions du Seuil. Mathieu Croissando, évidemment, est resté à mes côtés. Vous venez de voir notre reportage. Je commence avec vous. Muriel Jourda, cas d'école intéressant, c'est-à-dire le boulanger prêt à embaucher cet immigré libanais, impossible parce qu'il fait l'objet d'une OQTF. Il y a beaucoup de thèmes dans le thème. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, moi je commence par ça, est-ce qu'on délivre trop d'OQTF sur le territoire français ? Alors, je pense que vous prenez le problème à l'envers. L'OQTF, c'est la sanction d'un séjour irrégulier sur le territoire français. Il ne me paraît pas normal qu'un pays qui se définit par ses frontières décide qui rentre et qui reste sur son territoire. Donc on délivre des OQTF parce qu'il y a des situations de séjour irrégulières sur le territoire. Mais si on ne peut pas vraiment les faire respecter, c'est ça aussi la question. Alors c'est peut-être qu'il faut faire rentrer moins de gens si on n'arrive plus à les faire sortir. Encore une fois, une politique migratoire, ça consiste effectivement à définir qui rentre, qui reste, et pourquoi. Ce qu'on ne fait pas d'ailleurs en France. Pourquoi les gens rentreraient. Donc il n'y a pas d'anormalité. Est-ce que des gens qui ne sont pas en situation régulière, on leur demande de quitter le territoire français? Marc Ferracci, est-ce que la loi Darmanin-Dussopt, elle permet ou elle permettrait, puisqu'on va y revenir, pour l'instant elle est suspendue, de répondre à ce type de cas, ce dilemme? Alors, il y a dans cette loi, ou dans ces lois, puisque vous savez désormais qu'il y aura peut-être plusieurs textes, il y a une ambition qui est à la fois de faire preuve de fermeté, notamment dans l'exécution des OQTF.
Je réponds quand même sur le point combien il y en a. Il y en a moins que dans d'autres pays, en particulier en Allemagne, en proportion de la population. Donc on peut peut-être quand même se poser la question, est-ce qu'on en délivre assez, trop ? Mais surtout, dans cette loi, il y a un élément qui me semble assez important, qui est d'introduire la possibilité pour les travailleurs, et c'était le cas de votre reportage, qui se trouvent en situation irrégulière, sachant que les travailleurs qui sont en situation irrégulière, la plupart du temps, ils ne sont pas rentrés de manière clandestine ou de manière irrégulière. Ils sont rentrés, bénéficiaires d'un titre de séjour qui a expiré. Ça, c'est la majeure partie des gens qui sont en situation irrégulière. Dans cette loi, eh bien, il y a une réponse qui s'appelle le titre de séjour sur les métiers en tension, qui devrait permettre à des travailleurs d'initier eux-mêmes, et pas simplement avec l'autorisation de leur employeur, une démarche de régularisation si ils appartiennent à des métiers qui sont identifiés comme expérimentant des problèmes. Je suis pas sûr que la boulangerie soit identifiée comme un métier en tension. Écoutez, ça, vous posez une excellente question. C'est une question à laquelle moi-même j'ai eu l'occasion d'essayer de répondre quand j'étais au cabinet de la ministre du Travail à l'époque, Muriel Pénicaud. Se doter d'un outil à la fois statistique et de remontée de terrain dans les territoires pour savoir ce que sont, dans le Morbihan, dans le Grand Est, les métiers qui sont en tension, eh bien, ça réclame un petit peu de temps, ça réclame un petit peu de dialogue avec les parties prenantes. Et il y a justement une liste de métiers en tension qui existe, qui a été renouvelée en avril 2021 et qui va de nouveau faire l'objet d'une réflexion. Est-ce qu'il y aura les boulangers dans cette liste ? Je n'en sais rien, mais c'est une question importante. Et j'en termine justement avec la réponse à votre question. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre cette fermeté vis-à-vis notamment des personnes qui sont en situation irrégulière et qui par ailleurs ont commis des délits, parce que c'est aussi un élément du projet Darmanin du SOPT. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour intégrer des personnes qui sont sur le territoire, qui travaillent dans des entreprises qui ont besoin d'eux ? Eh bien, je pense qu'il faut qu'on arrive collectivement, et en essayant d'apaiser le débat autour de tout ça, parce qu'il y a parfois beaucoup de passion dans le débat sur l'immigration, à répondre de manière pragmatique à cette question. Cet homme qui fuit Beyrouth, dévasté par l'explosion du port, par la crise économique qui s'ensuit, c'est assez symbolique ou symptomatique même d'une certaine façon, François Héran. Les flux migratoires, ils sont souvent liés à quoi ? Aux guerres ? Aux crises. Est-ce qu'une loi de plus pour aller stopper ? C'est ça la question. Qui a le plus augmenté dans le monde depuis l'an 2000, mais aussi en France, c'est les étudiants internationaux. C'est ça, de loin, le flux qui a le plus augmenté. Il a fortement augmenté dans le monde. En France aussi, il a augmenté dans une proportion moindre, mais quand même importante, à peu près de 50%. Donc ça, c'est la première grosse augmentation. Il y a la migration de travail qui a un peu augmenté en France, notamment parce que les passeports talents ont été modifiés par le premier quinquennat Macron. Ils étaient plutôt réservés aux start-up, aux patrons de start-up. Ils ont été étendus aux salariés des entreprises innovantes. Et du coup, il y a eu... Et c'est la première fois, parce que le programme d'immigration choisi de Nicolas Sarkozy a totalement échoué. Enfin, il faut quand même le rappeler. C'est un échec total. On ne s'est jamais rapproché des objectifs qui ont été fixés par Nicolas Sarkozy. Sous Macron, il y a eu une augmentation de la migration de travail qualifiée par les passeports talents qui fait qu'on a commencé à se rapprocher de ce que faisaient pas mal de pays européens en la matière. D'accord. Et sur le regroupement familial. Attendez. Alors le regroupement familial, il y a des titres familiaux. À l'intérieur des titres familiaux, il y a le regroupement familial qui est le droit pour un étranger de faire vivre avec son conjoint, avec ses enfants. Et il y a aussi, c'est autre chose, le droit qu'un Français ou une Française a d'épouser un étranger ou une étrangère. Et ça, c'est un droit universel qu'on ne peut pas modifier. Quand vous regardez le regroupement familial stricto sensu, c'est 12 000, 14 000 personnes par an. Si vous regardez toute la migration familiale à des titres divers, elle a été contenue depuis une quinzaine d'années. Elle a baissé de 4%. Je ne comprends pas la fixation d'une partie de la classe politique sur la migration familiale qui alimenterait comme ça des flux de façon sauvage, incontrôlable, etc. Elle est contrôlée parce que finalement, les 22 lois qui se sont succédées depuis 1986, depuis la première loi Pasqua, ont beaucoup ciblé la migration familiale et ont finalement réussi à la contenir. Donc ce qui a augmenté aussi, c'est le refuge. Enfin, ça c'est la moindre des choses avec les événements du Proche-Orient, du Moyen-Orient depuis 2015. C'est la moindre des choses que... Et en gros, on en a accepté un tiers des demandes à peu près. Voilà les principales... Donc vous nous l'avez dit, 22 lois en 3 décennies. Est-ce qu'il faut une loi de plus ? Je mets un peu les pieds dans le plat. Muriel Jourda. Écoutez, il y a une certitude, c'est que nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs qui sont fixés par les lois, qui sont à peu près toujours les mêmes depuis un certain temps, qui sont maîtriser l'immigration et arriver à intégrer les personnes étrangères qui arrivent en France régulièrement. Donc,
il faut vraisemblablement modifier quelque chose. Moi, ce qui me heurte le plus dans cette loi, c'est que il y a des dispositions qui se contredisent les unes les autres. Certaines qui, effectivement, sont faites pour sans doute faire entrer une immigration qui a plus de chances de s'intégrer en fixant un niveau de langue, pour aussi permettre, mais mon collègue l'a dit tout à l'heure, pour permettre aussi d'éloigner plus facilement des gens qui ont commis des infractions et donc qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire français. On les y accueille. Il est évident que si, en tout cas à mes yeux, que s'ils commettent des infractions, ils n'ont pas vocation à y rester. En contrepartie, on a un texte qui est l'article 3, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est, je crois, un texte qui anéantit l'idée même de droit de l'immigration. Donc c'est les métiers en tension. Alors, c'est pas les métiers en tension. C'est le fait que ce texte prévoit, alors pour une durée expérimentale jusqu'en 2026, que si vous avez passé 3 ans en France de façon irrégulière, autrement on n'a pas besoin d'être régularisé, et que vous avez travaillé 8 mois dans les 24 derniers mois, vous avez le droit d'obtenir un titre. Jusqu'à maintenant, comment ça se passait ? La situation qu'on entend, elle existe depuis assez longtemps. Elle bénéficiait éventuellement de ce qu'on appelle l'admission exceptionnelle au séjour. C'est-à-dire que la personne qui était en situation irrégulière, forte d'une attestation en quelque sorte de son employeur, aller dans une démarche conjointe auprès du préfet, solliciter son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre d'un droit qui appartient à tout un chacun, qui est le droit à faire examiner sa situation individuelle par l'administration. Et le préfet, alors dans le cadre de la circulaire Valls, mais de manière générale, le préfet appréciait si oui ou non cette personne avait le droit à rester. Aujourd'hui, ce qui est fait dans la nouvelle loi, c'est que la fraude crée le droit. C'est-à-dire que si vous avez fraudé suffisamment longtemps et suffisamment habilement pour ne pas être pris pendant 3 ans, eh bien, le fait que cette fraude soit établie va vous permettre d'obtenir un titre opposable à l'administration. Bon. Le préfet n'aura pas le choix. Ok, Mathieu. Je peux vous poser une question. Qu'est-ce que ça change ? Ceux qui sont là seront là ? Qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'en réalité, pourquoi faire des règles si le fait de finalement ne pas les respecter donne exactement les mêmes droits ? Il faut faire la différence entre ça va changer le pour fait... la société ou d'un point de vue économique, parce que la plupart du temps, c'est des gens qui travaillaient, qui étaient là, et ils seront là demain. Oui, alors ça, c'est une politique du fait accompli que moi, j'ai beaucoup de mal à accepter. C'est-à-dire qu'il m'apparaît normal qu'un pays dise qui a le droit d'entrer et qui a le droit de rester. Je crois que... Et le fait que vous disiez à quelqu'un entrez dans n'importe quelle condition et vous aurez le droit de rester, ça change qu'on n'a plus de texte sur l'immigration. Des réponses rapides. D'abord François Héran et ensuite je vous redonne la parole. Vous avez une vision extrêmement simpliste et complètement irréaliste de la distinction entre le séjour régulier et le séjour irrégulier. Que les personnes se retrouvent du côté régulier ou irrégulier, c'est extraordinairement aléatoire. Vous prenez 10 militants afghans, moi j'en suis, je les aide à sortir du pays. Je leur conseille de choisir la voie régulière. S'ils prennent la voie régulière, ça veut dire qu'il faut évidemment acheter des passeports pour toute la famille, parce qu'ils ne sont pas délivrés gratuitement par les autorités, acheter le passage à la frontière, déposer une demande au consulat français, ça met 4 mois avant d'avoir une réponse, d'avoir un entretien, plus encore 4 mois avant l'obtention éventuelle d'un visa, donc ça fait 8 mois de séjour à Téhéran qu'il faut pouvoir payer. Si vous n'êtes pas soutenu par un collectif ou par des parents qui sont déjà installés dans un pays européen, c'est totalement impossible. Donc la plupart sont des militants des droits de l'homme, de la femme, ils appartiennent à la minorité hazara qui est incroyablement persécutée, etc. Eh bien la plupart, n'ayant pas ces moyens, se lancent dans la voie irrégulière. Ils arrivent à la frontière franco-italienne, ils sont refoulés par la police, ils reviennent 2 fois, 3 fois, etc. Donc le fait de se retrouver sur le versant régulier ou irrégulier est complètement aléatoire, et c'est ce que beaucoup d'associations internationales appellent Asylum Lottery, la loterie de l'asile. Et donc l'idée est, quand vous regardez les titres de séjour qui ont été délivrés pour les VPF, vie privée, vie familiale, qui n'est pas du regroupement familial, la famille est déjà là, elle démontre justement qu'il n'y a plus de famille à l'extérieur, que tout le monde a ses attaches uniquement en France. Eh bien, une enquête du ministère de l'Intérieur, l'enquête ELIPA, enquête longitudinale sur l'intégration des primo-arrivants, a montré que 40% des personnes qui obtiennent ce titre étaient déjà là il y a 9 ans. Donc, au moins 10 ans d'attente. C'est tout à fait anormal. Et donc, c'est ce qu'ont déclaré les ministres, y compris Elisabeth Borne, dans le débat sans vote à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat, c'est qu'il y a des trappes à pauvreté, il y a des trappes de vulnérabilité qui sont injustes, parce que ces personnes ont un travail, donnent satisfaction à leur employeur, donnent satisfaction à la communauté locale. Donc, cessons de les stigmatiser en disant il n'y a pas 2 espèces d'humanité, celle qui respecte les règles et celle qui ne les respecte pas. Il y a des OQTF légitimes, ça c'est sûr, mais il y a un très grand nombre d'OQTF qui sont complètement absurdes. Vous vouliez prendre la parole, évidemment, Marc Ferracci. Peut-être je vais synthétiser une critique
critique qui est faite sur cet article 3, la critique de l'appel d'air. C'est-à-dire si on régularise ces immigrés sans papier qui travaillent en France depuis 3 ans et plus, ça va créer un appel d'air. Alors, d'abord dire que je réponds à votre question, je vous l'assure, mais d'abord dire que cet article 3, je veux essayer de nuancer un peu ce qu'a dit ma collègue, il vise quand même à répondre à au moins 2 problèmes lourds que nous connaissons depuis un certain nombre d'années. Le premier problème, vous avez évoqué la circulaire Valls, qui est aujourd'hui le cadre juridique dans lequel s'opèrent des régularisations. Cette circulaire, elle est appliquée de manière très différente suivant les endroits du territoire, suivant l'état d'esprit du préfet, suivant un certain nombre de paramètres. Et ça crée, au fond, de l'arbitraire, ça crée des ruptures d'égalité qui, dans un cadre républicain, sont difficiles à accepter. Le deuxième problème auquel cet article vise à répondre, c'est qu'il y a aujourd'hui, ça n'était pas le cas dans votre reportage, mais il y a aujourd'hui beaucoup de travailleurs qui ont atteint la fin de leur titre de séjour, qui sont en situation irrégulière et qui continuent de travailler parce qu'ils ont besoin de vivre, parce qu'ils sont contents d'être en France, mais aussi et surtout parce qu'ils font face à des employeurs qui sont dans une situation d'exploiteurs. Et il faut le dire très clairement. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui sera rendu possible avec cet article, c'est pour le travailleur lui-même et pas pour son employeur, d'initier la démarche de régularisation. Et moi, je pense que c'est un élément de progrès. Et dans cette loi, il y a des éléments de fermeté, mais il doit aussi y avoir des éléments de progrès sur lesquels, on peut tous se retrouver. Ensuite, je vous entendais dire que, évidemment, nous avons besoin de contrôler notre immigration, de contrôler le nombre de gens qui entrent, le nombre de gens qui sortent, le nombre de gens qu'on expulse. Mais nous avons également besoin d'avoir une forme de contrôle plus qualitatif, si j'ose dire, c'est-à-dire se poser la question des caractéristiques des gens qui rentrent. Et ça, c'est un élément sur lequel nous travaillons d'ailleurs avec certains de mes collègues députés, que l'on retrouve dans d'autres pays. L'Allemagne vient de présenter une loi visant à favoriser l'immigration qualifiée. Aujourd'hui, 29 mars. En France, nous le savons, c'est bien documenté par le Conseil d'analyse économique notamment, nous avons une immigration qui est relativement peu qualifiée et qui, de mon point de vue, on peut ne pas partager ce point de vue, nourrit dans l'opinion publique une représentation négative de l'immigration. Moi, je pense qu'il faut qu'on assume de faire venir des gens qui sont qualifiés, de faire venir des gens qui permettront d'illustrer les bénéfices de l'immigration parce qu'ils existent et ils sont réels et là aussi ils sont bien documentés. Alors, je vous ai laissé dérouler les arguments, mais je veux bien que vous répondiez à ma question sur l'appel d'air. Très bien. Sur l'appel d'air, toujours pareil, moi je suis universitaire de formation, comme monsieur le professeur Errand. J'aime bien qu'on documente les choses. Je ne connais aucune étude sérieuse qui établit une relation de causalité entre les mesures de régularisation qui ont eu lieu sous tous les gouvernements, de gauche comme de droite, dans les 10, 20, 30 dernières années, et un appel d'air qu'on puisse mesurer. Donc, si vous avez des éléments et des références, je suis preneur, mais des travaux sérieux qui documentent cet appel d'air, je n'en connais pas. Je serais prêt à en discuter si d'aventure il y avait ces éléments-là, mais aujourd'hui, sincèrement, il n'y a rien qui atteste cela. Votre avis là-dessus, Muriel Jourda, ça fait partie des arguments donnés notamment par les sénateurs ou les députés LR. Alors, vous ne m'avez pas entendu parler d'appel d'air. Non, mais c'est pour ça que je ne dis pas que vous l'avez. Je n'ai pas indiqué. Pour moi, cet article 3, c'est au-delà de l'appel d'air. C'est la négation même du droit de l'immigration. Alors, qu'on veuille du choix des pays de faire venir ou pas sur leur territoire des étrangers. Que l'on veuille avoir une immigration qualifiée, je trouve ça plutôt de bonne loi. Je ne suis pas en désaccord avec mon collègue député. Sauf qu'il n'y a rien de ce style dans ce texte de loi. Là, pour moi, l'angle mort de la politique migratoire en France, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on sait très bien comment on rentre, on sait très bien quelles sont les procédures, pour quelles raisons on peut rentrer, on sait très bien comment on peut faire sortir les gens, même si clairement on n'y arrive pas. Mais on ne dit pas pourquoi on accepte que des personnes viennent sur le territoire, indépendamment, évidemment, de l'aspect humanitaire. Mais c'est une partie de l'immigration humanitaire. Mais d'une certaine façon, on le dit. Si on dit on a des secteurs économiques qui ont besoin de salariés, de forces de travail, et donc on les accueille. Mais ça répond en partie à votre question. Alors non, on ne dit pas qu'on les accueille. On dit qu'une fois qu'ils sont là et qu'ils nous ont mis devant le fait accompli, après avoir fraudé pendant 3 ans, là, on va les régulariser, on va leur donner des droits. Je rappelle quand même qu'il existe des titres
qui permettent de faire entrer en France des gens pour travailler. Ça existe. On peut aussi faire entrer des gens légalement. Je ne suis pas opposée à toute immigration. L'immigration de travail ne me paraît pas de mauvaise loi, mais je souhaite tout de même qu'elle soit régulière et qu'elle soit décidée en amont et pas mise devant le fait accompli. Je vois que ce que j'ai dit tout à l'heure sur régularité n'a absolument eu aucun effet sur Madame la sénatrice. Oui, parce qu'en réalité, la réalité des choses est infiniment plus complexe, cette dichotomie que vous établissez entre régulier et non régulier. Et sur la PLR, vous avez un nombre important de personnes en situation régulière qui sont passées par une situation irrégulière. C'est absolument... Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit monsieur le député, c'est-à-dire que effectivement, actuellement, il y a la circulaire Valls qui n'a pas une valeur impérative, qu'on ne peut pas... je vais vous interrompre parce que je voudrais que le débat avance. Mais ce qui est très important, c'est la rupture... à ma question, parce que je suis un peu têtu. Mais c'est quand même la rupture d'égalité entre les territoires. Il n'est pas normal qu'un préfet décide si oui ou non... On a entendu cet argument de la part du... Mais la raison pour laquelle ils font ça, c'est que les effectifs, les postes en préfecture, en sous-préfecture ont baissé 14% en 10 ans. C'est un rapport de la Cour des comptes qui l'a montré. Et donc, du coup, faute d'agents spécialisés et dûment formés pour pouvoir traiter ces questions-là, les préfets décident de leur propre chef de ne pas appliquer. Régularisation égale appel d'air. Effectivement, est-ce qu'on ne le documente pas? Il n'y a pas eu de démonstration là-dessus. La plus grande régularisation qu'on ait connue dans l'histoire, c'est Reagan, 1986. C'était absolument considérable. Et on n'a pas eu d'effet massif. Ce qui s'est passé ensuite dépend de la conjoncture économique, beaucoup plus que des régularisations. Je crois qu'il y a un mythe là-dessus. Vous comprenez, c'est un mythe de la peur. On a peur, mais cette peur, elle est imprécise, elle est un peu fantomatique. Et c'est vrai qu'on manque de données pour établir tout ça. Alors, on va parler maintenant du destin, de l'avenir de cette loi immigration. Je propose à Jonathan Dupriez de nous rejoindre sur ce plateau. Rebonsoir, Jonathan. Donc, elle était censée, cette loi immigration, être examinée cette semaine en primeur au Sénat. Peut-être hier. Oui, c'est ça. On peut peut-être dire maintenant que c'est pas prêt de voir le jour, c'est ça? C'est en tout cas le risque, Thomas, parce que Emmanuel Macron, on le sait, il est quand même empêtré dans la réforme des retraites et politiquement en ce moment assez en difficulté. Et donc Emmanuel Macron, il a décidé de reporter la semaine dernière son projet de loi immigration. Gérard Larcher, le président du Sénat, lui avait soufflé l'idée à l'oreille, estimant qu'il fallait, je le cite, des conditions apaisées pour débattre de ce sujet sensible. Et on comprend bien la logique dans ce contexte de grande tension sociale. Sauf qu'au lieu d'une simple modification de calendrier, Emmanuel Macron est allé plus loin en prenant non pas un seul, mais plusieurs textes immigration dans les prochaines semaines. Et donc le mot qu'on emploie souvent depuis quelques jours, c'est saucissonner. Le gouvernement voudrait saucissonner ce texte pour le faire passer plus facilement. C'est ça, et en tout cas ce serait pour des raisons politiques. Le ministère de l'Intérieur en tout cas laisse entendre que ça pourrait être 2, voire peut-être 3 textes avec un premier projet de loi issu du gouvernement, inspiré du rapporteur François-Noël Buffet, du rapport de François-Noël Buffet, qui est le président de la commission des lois ici. Donc ça, ce serait pour les mesures, on va dire, les plus techniques, consensuelles, la simplification notamment des procédures de demande d'asile. Il pourrait y en avoir un deuxième, plus coercitif, issu de LR, pourquoi pas, sur l'éloignement des étrangers délinquants, par exemple, ou la meilleure application des OQTF, et peut-être un troisième, issu de la majorité présidentielle, qui pourrait, pourquoi pas, convenir à la gauche cette fois-ci, sur l'intégration des étrangers par la langue et le travail, en prenant, pourquoi pas, le titre séjour métier en tension. Mais ici, au Sénat, en tout cas, les groupes politiques, quels qu'ils soient, n'en veulent pas en ces termes. Ils ne veulent pas un texte à la découpe. Et écoutez ce qu'en disait le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Pour la loi de régularisation, notamment l'article 3, qui crée un titre de séjour de régularisation sur les métiers en tension, là, j'imagine qu'ils vont aller rechercher l'appui de la gauche à l'Assemblée nationale. Et puis, pour un certain nombre de procédures un peu plus contraignantes, l'appui de la droite. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Et il n'y aura pas notre soutien, ni nous, ni à l'Assemblée nationale, en réalité, sur ce genre de texte à la découpe. Ce texte qui se veut équilibré, qui devait contenter la droite et la gauche, va peut-être finir par mécontenter tout le monde. Mais oui, ça va peut-être fâcher tout le monde, car même en saucissonnant ces textes pour trouver des majorités opportunistes, tantôt à droite sur un volet du texte, tantôt à gauche sur un autre, le gouvernement pourrait peiner à convaincre les oppositions sur ce projet et avoir une majorité. Chez les socialistes, par exemple, on se méfie beaucoup de ce fameux texte sur le volet intégration par le travail, pour la simple et très bonne raison qu'il serait inutile, selon plusieurs parlementaires, de légiférer alors que la voie réglementaire pourrait parfois suffire. Écoutez le sénateur Jean-Yves Lecomte, qui est le chef de file des socialistes sur l'immigration. Ce qui est vrai, c'est que sur les questions de travail, si le gouvernement veut vraiment faire des choses,
il peut les faire sans texte législatif. Parce que ce soit sur le texte sur la liste des métiers en tension, que ce soit sur l'admission exceptionnelle au séjour, en particulier pour les personnes qui travaillent, que ce soit pour le droit au travail des demandeurs d'asile, le pouvoir réglementaire a déjà tout en main pour avancer. Et le gouvernement aussi va devoir composer avec les dissensions au sein de LR qui, à ce stade, s'écharpent sur le futur texte qu'ils veulent porter. Le Sénat, une ligne peut-être plus dure que l'Assemblée nationale. Et il y a quelques jours, le patron des députés, Olivier Marleix, a annoncé, d'ailleurs c'était sur notre antenne, qu'il allait déposer avec Éric Ciotti une proposition de loi sur les questions migratoires. Il joue au con, on m'a glissé tout à l'heure un sénateur de droite dans les couloirs. Les sénateurs, ils n'avaient pas été mis au courant de cette proposition d'Olivier Marleix. Merci beaucoup, Jonathan Dupriez. Ce saucissonnage, Muriel Jourda, vous y êtes opposé, pourquoi ? Oui, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'une politique, elle s'apprécie en son ensemble. Et je ne suis pas sûre que le gouvernement aura ce type de démarche qui est un peu puérile, de penser que personne ne verra l'autre texte qui suit ou qui précède et qui ne sera pas du goût de tout le monde, faire un texte plutôt de droite, un texte plutôt de gauche et un texte plutôt de procédure. Bon, ça me paraît pas raisonnable. En tout cas, Bruno Retailleau l'a indiqué et c'est le cas, indiqué votre collègue, que de tous les groupes au Sénat, on n'acceptera pas de trancher sur 3 lois alors que c'est une seule qu'il nous faut. Marc Ferracci. Bon, moi j'aime, en tant que Français, les jardins à la française. Des lois globales, équilibrées, qui traitent tous les sujets en même temps. Je le dis franchement. Même si on en a déjà fait 22 en 30 ans, il y en a beaucoup. Vous savez, l'immigration, ça a été décrit. Ce sont des phénomènes qui évoluent dans le temps. Il n'est pas anormal qu'on prenne des législations successives. Mais à un moment, par rapport à cette logique, qui était d'ailleurs la logique initiale, les 2 ministres ont présenté l'ensemble des dispositions dans une interview au Monde. Et moi, je mets cette présentation parce qu'elle donnait justement le sentiment d'un équilibre. Maintenant, il faut être réaliste. Il faut être réaliste et notamment prendre en compte ce qu'est la réalité de la configuration, non pas au Sénat, vous disposez d'une majorité solide, le groupe Les Républicains, mais à l'Assemblée nationale. La réalité de la majorité relative à l'Assemblée nationale nous oblige à trouver des compromis. Et on voit bien qu'une loi qui est équilibrée sur le volet fermeté et sur le volet humanité donne en réalité des arguments à la gauche et à la droite de ne pas la voter. Et c'est la raison pour laquelle on parle de saucissonnage, c'est un peu dépréciatif. Moi, je pense qu'on peut avoir 2 textes, peut-être plus, j'en sais rien, mais en tout cas 2 textes qui manifestent une identité politique claire, qui font l'objet d'annonces sur ce que sera le texte suivant et qui, au fond, permettent de trouver ces majorités, ces compromis, parce qu'une loi qui n'est pas adoptée, elle peut être formidable sur le papier, mais à un moment, elle ne sert à rien. Vous dites que les enjeux ont évolué avec les années, c'est ce qui explique le nombre de lois. En tout cas, les solutions n'ont pas forcément évolué. Quand on regarde ce qui est demandé, raccourcir les délais du droit d'asile, tout le monde le demande depuis 20 ans. Mieux faire réaliser les OQTF. Manuel Valls, François Hollande le demandait il y a 10 ans. La maîtrise du français, qui est aussi brandi comme un facteur d'intégration. Même la loi Hortefeux en 2007 le demandait. Pourquoi on n'y arrive jamais ? Ça, c'est une question dont la réponse se trouve ou pas dans les multiples rapports d'évaluation des lois en question. Je pense que toutes les lois, en tout cas toutes celles que j'ai en mémoire, ont essayé de marcher sur ces 2 jambes. Parfois, marcher sur 2 jambes, c'est trouver des solutions qui ne sont ambitieuses ni sur l'une ni sur l'autre. Et je prends l'exemple du fameux titre de séjour métier en tension. Quand vous discutez avec des associations qui travaillent au contact des immigrés, des associations qui travaillent pas forcément à les régulariser, mais à les accompagner, à les intégrer par le travail, et vous expliquent que cette mesure-là, c'est une mesure qu'ils attendent depuis des années. Précisément pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure et sur lesquelles je ne vais pas revenir. Donc, moi, je ne fais pas le bilan ni le procès des législations précédentes. Je dis que dans cette loi, il y a des mesures dont je pense qu'elles sont puissantes pour régler les problèmes que nous avons. Ensuite, je veux simplement terminer en répondant à ce point qui est un point de convergence, je pense, avec ma collègue sénatrice. C'est qu'à un moment, il faut qu'on assume, avec l'idée d'immigration qualifiée, le fait que beaucoup de pays dans le monde cherchent des talents. Et quand vous dites qu'il n'y a rien dans cette loi qui favorise véritablement l'immigration qualifiée, j'ai envie de vous dire, à ce stade, c'est vrai. À ce stade, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous devons améliorer cette loi. Nous travaillons avec des collègues députés à l'idée d'un permis à points. L'idée d'un permis à points inspiré de ce qui se fait au Canada, inspiré de ce qui se fait en Allemagne, qui serait cantonné à l'immigration qualifiée. Qui permettrait, au fond, d'envoyer un signal d'attractivité à ces gens
qui peuvent choisir le pays dans lequel ils vont travailler parce que justement, ils ont des diplômes. Je pense qu'il faut qu'on se dote de ce genre d'outils. Nous allons, je l'espère, en discuter au Parlement. Oui. Votre avis sur ce permis à points, en quelque sorte? Mais le permis à points, effectivement, c'est une sorte de concours de capital humain qui avait été inventé par les Canadiens. Ça n'a marché qu'à moitié parce que les provinces, elles, voulaient pouvoir confronter l'offre et la demande et ont demandé un système qui est l'équivalent des métiers en tension. Donc actuellement au Canada, il y a un mélange. Il y a un mélange, c'est l'État fédéral qui fait le système à points et les provinces cherchent à tirer les migrants en tenant compte de l'état du marché du travail. On est dans un système mixte. Mais moi, je voudrais dire que, et d'ailleurs Gérald Darmanin l'a dit, on a des besoins à tous les niveaux de qualification. Il a cité les ouvriers agricoles. Pendant le Covid, les producteurs corses ont obtenu de l'OFII le droit d'organiser un pont aérien pour que les travailleurs marocains puissent récolter les fruits. On a besoin de personnel dans les hôpitaux à tous les niveaux de qualification. L'idée qu'on n'aurait que la migration qualifiée me paraît un peu irréaliste parce que c'est pas une solution qui est généralisable. Si tous les pays adoptaient ça, que se passerait-il? Enfin, nous avons des besoins à tous les niveaux de qualification. Je crois qu'il est important de le dire. Alors, je voudrais revenir sur les OQTF, les arrêtés de reconduite à la frontière. Lors de son audition devant la commission des lois du Sénat, donc c'était en préparation du texte qui devait être examiné en séance plénière aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur pointait le trop grand nombre de recours possibles. Écoutez. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps lorsque un préfet prend un arrêté de reconduite à la frontière, le fameux EQTF, désormais bien connu, je crois, par une partie de nos compatriotes? Des recours sans cesse peuvent être formulés. Mais entre-temps, depuis 2 ans que ces contentieux existent, l'étranger a pu soit trouver un travail de façon illégale et parfois de façon légale. Le ministre du Travail y reviendra, de notre propre incurie administrative ou de la part de personnes employeurs voyous. Il a pu se marier, avoir en tout cas des relations juridiques, on va dire, sur le territoire de la République, avoir des enfants, les inscrire à l'école. Et donc, au bout d'un moment, la vie privée et familiale fait que le temps a joué contre la décision originale de l'État. Et parce que nous n'avons pas été vite et parce que les contentieux sont trop nombreux, on en est à des situations improbables. Muriel Jourda, est-ce qu'il faut réduire le nombre de recours possibles? Alors, pour le coup, les procédures ont été réduites. On est passé de 12 ou 13 procédures à 3 dans le rapport du Conseil d'État, 4 aujourd'hui dans le projet de loi du gouvernement. Mais le nombre de recours, la simplification des recours, oui, elle doit exister, bien sûr. Si la loi passe. Si la loi passe, mais c'est un sujet sur lequel, alors, nous ne sommes pas tout à fait d'accord à un recours près avec le gouvernement, mais c'est un sujet sur lequel il a été indiqué tout à l'heure, le président François-Noël Buffet avait déposé un texte. C'est une proposition du Conseil d'État qui est très procédurale, donc ça n'a pas de, je dirais que il n'y a pas d'enjeu politique sur la question. Ça facilite les choses. Ça ne fera pas diminuer le nombre de cas en quelque sorte, mais ça facilitera les choses. En tout cas. Et qu'est-ce que vous répondez à François Hollande quand il nous dit que finalement, de toute façon, la demande économique, elle est là, elle n'est pas seulement pour des immigrés qualifiés? Je lui répondrai que le taux de chômage des personnes étrangères en France est de plus de 15%. Donc nous avons déjà, me semble-t-il, sur le territoire, des gens qui sont en situation régulière, qui, si on connaît leur taux de chômage, sont inscrits à Pôle emploi, ça veut dire qu'ils bénéficient d'une autorisation de travailler, et qu'on est autant susceptible de former à ces métiers qui ne sont peut-être pas très qualifiés, mais qui nécessitent tout de même une formation, que ceux qui viendraient de l'étranger. Donc, on a déjà ça. Et je rappelle que Pôle emploi a un programme qui s'appelle le programme Sésame, qui prévoit de former les personnes primo-arrivantes pour l'hôtellerie, café-restauration. Donc, il y a déjà, je pense, des personnes qui sont là et qui peuvent être formées, et il y a déjà des plans de formation. Moi, je demande à ce qu'on mette en place ce qui existe. Et il y a en plus, et mon collègue député qui s'en est occupé, il connaît très bien, un texte qui était mis en application, je crois, depuis le mois dernier, depuis février, sur l'assurance chômage, qui prévoit un certain nombre de choses pour permettre aussi que les personnes qui sont au chômage, lorsqu'on est dans une situation de métier en tension, puissent arriver un peu plus rapidement qu'elles ne le souhaiteraient peut-être vers le travail. Donc, on a déjà en France des dispositifs, qu'il s'agisse de chômeurs étrangers ou français, qu'il faudrait peut-être mettre en œuvre avant de faire venir une main-d'œuvre qui est de l'étranger. Sauf que le secteur que vous avez cité, hôtellerie, restauration, café, etc., ne passe
très peu par Pôle emploi pour recruter, parce que Pôle emploi ne lui donne pas les personnes nécessaires. Et en fait, la plupart des métiers qui sont de fait en tension ne passent pas par Pôle emploi. Et c'est tout le problème d'ailleurs de l'indicateur statistique qu'on a été obligé d'ailleurs de modifier en 2017 pour inclure des demandes qui ne passent pas par Pôle emploi. Et maintenant, l'indicateur prend en compte à 50%, vous connaissez cette affaire très bien, Monsieur Ferracci, les demandes des employeurs, la position des employeurs sur le caractère en tension ou pas de leur propre secteur. Et là, on imite un peu ce qui se passe en Suisse, où effectivement les systèmes des métiers en tension existent depuis les années 70. Avec des évaluations très très intéressantes, mais ça ne se fait pas par des indicateurs formels comme ça, statistiques d'en haut. Ce sont des commissions tripartites où il y a des syndicalistes, des entrepreneurs, évidemment des responsables locaux, etc., qui, par branche, par canton, arrivent à identifier les métiers en tension. Et ça, c'est une formule évidemment beaucoup plus opérative que les doctrines, enfin la doctrine très dogmatique qui est actuellement professée par la droite sénatoriale. Mathieu, vous vouliez revenir aux racines du macronisme en matière d'immigration. Oui, et je voulais commencer par une devinette. Qui a dit, contrairement à ce que certains disent, nous ne sommes pas confrontés à une vague d'immigration. Le sujet de l'immigration ne devrait pas inquiéter la population française. L'immigration fait partie du monde dans lequel nous vivons. De surcroît, l'immigration se révèle être une chance d'un point de vue économique, culturel et social. Vous me voyez venir. Oui. C'est Emmanuel Macron. Oui, enfin les deux. Nous étions alors le 2 mars 2017 et le candidat En Marche accordait un entretien mené par la présidente de la CIMAD au magazine protestant Réforme. C'était un petit événement à l'époque car jusqu'alors, Emmanuel Macron n'avait pas dit un mot d'immigration ou presque dans sa campagne. Ça figurait même pas dans le programme qui était distribué dans les boîtes à lettres des Français. Maintenant, penchons-nous si vous voulez sur l'exposé des motifs de la loi immigration. Depuis 20 ans, les flux migratoires s'accélèrent dans toute l'Europe. Il est nécessaire de regarder cette réalité, peut-on y lire dès les premières phrases. On y parle de pression migratoire particulièrement marquée, on y parle de la part des étrangers dans la délinquance, on se fixe comme objectif notamment de contrôler l'immigration, de lever les freins à l'éloignement. J'arrête là, vous avez compris, c'est quand même un sacré salto arrière. Et alors comment vous l'expliquez ? En fait, la vision de l'immigration qu'Emmanuel Macron défend en 2017, elle relève à la fois de l'impensé et du choix tactique. Impensé parce que ce sujet ne figure pas dans le cœur du logiciel macroniste. Et puis choix tactique parce qu'à l'époque, il s'agit pour le candidat de se démarquer radicalement de sa principale adversaire qui est Marine Le Pen. Alors ce choix d'Emmanuel Macron, parmi d'autres, se révélera payant parce qu'il clive et il achève de séduire, ou en tout cas d'amadouer, les derniers électeurs de gauche réticents qui voyaient surtout en lui un ancien banquier plutôt qu'un authentique progressiste. Mais cette lune de miel, elle va pas durer très longtemps. Dès 2018, Emmanuel Macron, qui avait appelé au lendemain de son élection à accueillir des réfugiés car c'est notre tradition et notre honneur, va décevoir puis ulcérer un très grand nombre d'associations, d'ONG, d'organisations caritatives à cause du sort qu'il réserve aux migrants. Ces associations dénoncent le refoulement aux frontières, la criminalisation des bénévoles, le démontage des camps brutal. L'heure est à l'époque à l'immigration maîtrisée, le temps a changé et c'est l'immigration maîtrisée et l'intégration réussie. C'est d'ailleurs le titre de la loi Collomb qui sera promulguée le 10 septembre 2018. Et ça traduit quoi ? Ça traduit qu'en matière d'immigration, le macronisme est un pragmatisme qui ne s'embarrasse guère quand ça l'arrange de cohérence ni de logique, mais qui n'oublie pas les préoccupations électoralistes. Les exemples sont nombreux, on l'a vu, on pourrait y ajouter la question des quotas, par exemple, qui était jugé inapplicable par le candidat en 2017 parce que impossible à faire respecter, puis qui ensuite était défendu par son gouvernement en 2019. Alors, il est vrai que l'objectif à l'époque, c'était plus de séduire la gauche, qu'il avait éparpillé façon puzzle, mais plutôt de trianguler à droite. Et puis alors là, 2023, nouveau virage, dans une assemblée sans majorité, on y a fait référence tout à l'heure. Le président tente le projet de loi bicolore, un coup à droite pour le durcissement du contrôle migratoire, merci Darmanin, un coup à gauche pour la régularisation expérimentale des sans-papiers dans les secteurs en tension, merci Dussopt. Subtil, un peu trop sans doute. Qu'est-ce que vous dites, Marc Ferracci ? Comment vous justifiez ce salto arrière du président ? Je vais essayer de répondre à la charge de Mathieu Croissando avec le talent qu'on lui connaît et avec la verve qu'on lui connaît. Dans ce qui a été dit en 2017, l'idée qu'il y a des bénéfices à l'immigration, il n'y a aucune remise en question. Et quand je vous parlais tout à l'heure de ce qu'on sait aujourd'hui de l'impact de l'immigration à court et à moyen terme sur la prospérité et la croissance économique, ce sont des choses qui sont assumées et qui restent assumées par ce gouvernement et par cette majorité présidentielle. Il n'y a pas de remise en question. Et d'ailleurs,
ce qu'on a évoqué, je ne vais pas y revenir, sur la partie travail, immigration économique de la loi immigration dont on discute, eh bien, témoigne du fait que on sait, et je reprends les mots de François Héran, que nous avons des besoins. Nous avons des besoins parce que nous savons, et c'est aussi le sens des propos d'Emmanuel Macron, que la représentation du marché du travail, comme celle d'un gâteau qui se partagerait, de taille fixe, est une représentation parfaitement erronée. Et c'est ce que disent toutes les études qui montrent que quand des immigrés arrivent, on l'a vu avec les répatriés d'Algérie, il y a une étude assez connue là-dessus, on l'a vu avec l'exode de Marielle, les Cubains qui sont allés en Floride. Ça n'a aucun effet négatif sur le salaire ni sur l'emploi des natifs. Et ça, c'est un point fixe. Vous parlez de zigzag, je veux rappeler qu'il y a ce point fixe. Le point fixe, il est très important. Ensuite, là où je vous rejoins, c'est que la parole du président et les évolutions législatives qu'on a connues ces dernières années avec la loi Collomb, avec une partie de la loi Darmanin du SOT, eh bien, tiennent compte de faits sociaux, de la sensibilité, mais aussi de réalité en matière d'immigration. Le fait que les OQTF mettent du temps à être exécutés, c'est quelque chose que nos concitoyens n'acceptent plus, en tout cas ont du mal à accepter. Et donc on en tient compte. Mais c'est pas plutôt de l'opportunisme politique qui tient compte de la droitisation d'une partie de la société française ? Écoutez, la droitisation, vous savez, si on regarde les élections depuis 30 ans, elle n'est pas en réalité très récente du point de vue du barycentre, j'ai envie de dire, de l'échiquier politique. Donc, je pense qu'il y a aussi, et j'en termine avec ça, il y a aussi, on a souvent reproché au président Macron de ne pas être à l'écoute, d'être dans son château, dans sa tour d'ivoire. Mais il y a aussi énormément d'élus de terrain, des députés dans leur circonscription, des sénateurs, nous en avons quand même quelques-uns au Sénat de la majorité, des élus et maires qu'ils rencontrent, que nous rencontrons tous, qui nous font remonter ces préoccupations. À la fois les besoins de recrutement, les métiers en tension, qui disent attendez, aidez-nous. On a besoin de régulariser certains de nos travailleurs immigrés qui sont arrivés au bout de leur titre de séjour. Et en même temps, ce sentiment que, eh bien, il y a effectivement un peu de dépossession. Mais il faut lutter contre ça. Et c'est pour ça, moi je reviens là-dessus, qu'il faut arriver à changer la représentation de l'opinion publique sur l'immigration. Je pense qu'il faut avoir une approche peut-être plus volontariste que nous l'avons aujourd'hui sur l'immigration qualifiée. Dernier thème, il nous reste quelques minutes dans ce débat. On a appris aujourd'hui, grâce à nos confrères du Monde, que le gouvernement s'apprête à ouvrir des sas d'hébergement temporaire en région pour mieux orienter les personnes migrantes qui sont à la rue en Ile-de-France, les envoyer en dehors de l'Île-de-France. D'après le ministère de l'Intérieur, 500 places devraient être ouvertes, dont les premières courant avril, réparties dans 10 régions. Vous dites quoi, bonne idée ? Vous dites C'est toujours extrêmement compliqué. On l'avait vu assez récemment avec Saint-Brévin. Souvent, ça se fait sans beaucoup de concertation. Les populations sont un peu inquiètes, à tort ou à raison, mais il est vrai que... on parle beaucoup d'économie ici, mais... il y a certaines nationalités d'étrangers dont la vie, les mœurs, la culture sont tout à fait différentes des nôtres. Et on ne peut pas ne pas entendre que ça peut un peu inquiéter la population parce qu'on le voit dans certaines villes de France où la cohabitation est difficile. Donc, le risque de communautarisme. Alors, le risque du communautarisme, il est avéré en France. C'est ce que vous nous décrivez. Tout à fait. Il y a un risque du communautarisme qui va totalement à l'inverse de l'universalisme français, qui est qu'effectivement, on finit par se définir par des mœurs, encore une fois, et par une vie qui n'est pas celle qu'on peut connaître en France. Qui vous pensez quand vous dites ça, madame ? Quelle nationalité d'étranger poserait plus de problèmes que d'autres ? Je pense que, par exemple, les pays subsahariens ont des modes de vie qui sont très différents des nôtres. Je pense que des populations où la charia s'applique et où les gens connaissent la charia depuis longtemps, c'est-à-dire la règle religieuse qui régit votre quotidien, la loi civile, la loi pénale, ils ne vont pas acquérir par capillarité en posant le pied sur le sol français la laïcité, qui est quelque chose d'extrêmement important en France, mais qui est totalement opposé aux règles qui régissent certains pays. Donc ça peut effectivement poser des difficultés. Je pense qu'il y a des pays dans lesquels les femmes ne sont pas extrêmement considérées. Et ça n'est pas en arrivant en France que les hommes qui ne considèrent pas les femmes vont apprendre, parce qu'ils vont arriver en France, que les femmes sont à considérer, parce que l'égalité homme-femme, c'est extrêmement important. Donc, il y a des vraies préoccupations qui correspondent à des réalités. Des réalités, on ne vit pas tous dans le monde de la même façon. Et quand un morceau du monde vient chez vous et qui ne vit pas de cette façon-là, et qu'on crée des petites enclaves de gens qui
vont pas s'intégrer parce qu'ils vont assez naturellement s'amalgamer, ce qui est logique, on ferait la même chose, ça peut bien sûr causer des difficultés avec la population. Il n'y a pas qu'un aspect économique dans l'immigration. Un mot de réponse là-dessus pour conclure. Mais écoutez, dans les années 30, dans les années 20, on craignait que les Espagnols, que les Polonais forment des enclaves, des groupes halogènes, etc. C'était la crainte. Bon, finalement, ils se sont intégrés. Et ce qu'on observe, et ça c'est une enquête récente de l'INSEE et de l'INED, c'est que les mariages mixtes progressent, y compris avec les personnes originaires du Maghreb, très fortement. Et au bout de 2, 3 générations, les choses évoluent. Donc, ne figeons pas les situations actuelles, d'autant que beaucoup de militants qui sont venus chez nous fuir la Syrie, l'Irak, etc., c'est justement pour protester contre les législations et les mœurs. Allez, la parole, c'est, je pense, d'une façon assez équilibrée, dispersée sur ce plateau. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, François Héran, le titre de votre livre, Immigration, le grand déni, qui est publié aux éditions du Seuil. Voilà, je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Sens Public. Et puis notez votre prochain rendez-vous, prochain invité politique dans la matinale, Stéphane Le Foll, ancien ministre et maire socialiste du Mans. Il sera face à Oriane Mancini à 8h du matin. Belle soirée.